au petit déjeuner, au goûter, avant ou après le lait, voire même sans, sous forme de barres. Les céréales Kellogg's font partie de notre quotidien, ou du moins de notre enfance. Mais savez-vous vraiment d'où viennent ces flocons de maïs cuits au four, plus connus sous le nom de cornflakes? Aujourd'hui, je vous propose de découvrir l'histoire très étonnante des frères Kellogg, créateurs de cette révolution de l'agroalimentaire. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler de l'histoire de Kellogg's, les céréales que l'on connaît si bien, mais d'où viennent-elles? Alors déjà, Kellogg's, c'est l'histoire de deux frères, John Harvey Kellogg et Will Keith Kellogg. Mais celui qui nous intéresse le plus aujourd'hui, ça va être John Kellogg. John Kellogg, né en 1852 au Michigan, aux États-Unis. C'est un des médecins nutritionnistes les plus connus de son temps. Il va énormément gagner en notoriété lorsqu'il va devenir le médecin en chef du sanatorium de Battle Creek. Alors un sanatorium, c'est globalement un hôpital dans lequel étaient mises les personnes atteintes de maladies infectieuses, comme par exemple la tuberculose qui était extrêmement populaire à cette époque. Et le sanatorium de Battle Creek, donc celui de notre ami John Kellogg, est un des plus connus et un des plus populaires, un des meilleurs des États-Unis. Car il y abrite déjà beaucoup de personnes, il y avait plus de 1100 patients à son apogée, donc c'était quand même beaucoup. Et en plus de ça, il y avait des personnes très connues qui étaient recueillies dans ce sanatorium. Ok, donc un sanatorium, c'est un hôpital, etc., on sait. Mais il y a encore un truc. Le sanatorium, c'est un hôpital qui est très souvent financé et régi par une église. Et l'église qui nous intéresse ici, c'est l'église adventiste du 7e jour. Cette église est donc celle qui va un petit peu gérer le sanatorium de Monsieur Kellogg. Et Kellogg était également membre de cette église. Et alors, pour l'instant, c'était bien la belle histoire, tout ça. Mais c'est là que ça va commencer à devenir un petit peu plus pimenté, si je puis dire. Alors, cette église et ses membres étaient partisans du végétarisme, de l'abstinence d'alcool et de drogue. Donc, ok pour une église, c'est plutôt normal. Et ils étaient également partisans de l'exercice physique en plein air. Donc on est clairement sur une pub mangerbouger.fr. Et notre ami, Monsieur John Kellogg, était un grand fan de toutes ces petites interdictions de l'église et toutes ces petites contraintes, plutôt contraintes qu'interdictions, que l'église adventiste du 7e jour proposait. Et lui, en plus de ça, il s'est dit, je vais quand même rajouter mes trucs, je vais mettre les trucs à ma sauce. Pour lui, en plus de ça, il fallait consommer énormément de fruits oléagineux. Alors les fruits oléagineux, c'est tout ce qui est noix, noisettes, amandes, etc. Et également des céréales. Et il pensait que ces deux choses-là, donc les fruits oléagineux et les céréales, ça nous permettait d'être en bonne santé. On rappelle qu'il est médecin nutritionniste, donc c'est très très important pour lui d'être en bonne santé, que les gens qu'il soigne, etc. soient en bonne santé. Et ensuite, en deuxième point, Monsieur John Kellogg était contre la consommation de viande et des plats épicés. Ok, bon bah pourquoi pas, la viande on a vu que c'était le végétarisme de l'église, donc pourquoi pas, ok. Mais pourquoi ces deux choses-là ensemble? Quel est le lien? Et la raison est très simple. Car pour lui, la viande et les plats épicés stimulaient, attention, tenez-vous bien, l'appétit sexuel. Hein? L'appétit sexuel. John! Ouais? T'as souvent le barreau quand tu manges la viande? Genre un steak frites et tout, c'est... Ouais? Et mexicain pareil? Ouais. Les gars, faut soigner le John là, parce qu'il y a un problème, hein. Le mec, il bouffe Odd El Paso, voilà, donc... il est médecin, mais faut quand même mettre des limites, hein. Voilà. Alors oui, bon, bah... l'appétit sexuel, ok, pourquoi pas, mais... Pourquoi John? Eh bien, tout simplement, John était contre tout ce qui est relié au sexe. Pour lui, c'était quelque chose de très très mal. Et il voulait proscrire tout ce qui est lié à ça. Donc que ce soit le plaisir charnel seul, ou avec des gens, avec même sa femme, etc. Il a eu une femme, Monsieur John Kellogg. Ils n'ont, écoutez bien, jamais consommé leur mariage. Ils n'ont jamais consommé leur relation
physique, ils ont eu des enfants. Hein, mais comment ça? Mais s'ils ont jamais... Oui, ok, ils les ont adoptés. D'accord. Ils n'ont jamais eu d'enfants biologiques. Ils ont adopté, se sont occupés de 42 enfants. Ils en ont adopté 7 sur les 42. Et ils ont même créé, avec du coup sa femme, un orphelinat pour les jeunes. En plus de ça, il faisait carrément chambre à part avec sa femme. C'est-à-dire qu'ils sont mari et femme, ils ne se sont jamais touchés. Parce que John Kellogg était contre ça. Et donc, comme je vous ai dit aussi, John Kellogg, en plus de proscrire les rapports sexuels avec des gens, donc même avec sa femme, avec son partenaire, il était également contre la masturbation. Et bon, c'est l'époque, donc il faut remettre dans le contexte, mais il utilisait des méthodes quelque peu douteuses pour empêcher les jeunes de se faire plaisir soi-même. Comme par exemple diverses formes de mutilation, etc. On va pas rentrer dans les détails, c'était pas très joli, mais voilà, il utilisait tout ce qu'il pouvait pour empêcher les jeunes de passer à l'acte. Parce que pour lui, tout simplement, la masturbation, c'était la cause principale des cancers des ovaires, des infections urinaires, de l'épilepsie et de la folie, que ce soit chez les hommes, chez les femmes. Et globalement, tout ce qui est autour du sexe, c'était très très mal pour lui, et il a passé toute sa vie à lutter contre les pratiques sexuelles, quelles qu'elles soient. Et donc là, bon, ok, on a parlé un petit peu de John Kellogg, ce qu'il aimait, ce qu'il aimait pas surtout, hein, les valeurs qu'il défendait. Mais quel rapport avec les cornflakes, avec la marque Kellogg's? John Kellogg était nutritionniste. Ça veut dire qu'il s'occupait de l'alimentation des gens. Et il s'est dit, je vais créer quelque chose qui va être tellement mauvais que les gens ne vont tout simplement pas vouloir avoir de quelconque rapport sexuel, avoir de quelconque rapport physique. La nourriture va être tellement immonde, tellement abjecte, que les gens ne voudront tout simplement pas faire ce genre de choses. Monsieur John Kellogg va donc prendre une recette et va essayer de l'améliorer. C'est la recette des granolas. What? Quel rapport encore avec les cornflakes? Et oui, car en fait, en voulant créer des granolas, il s'est complètement foiré. Il a fait n'importe quoi. Et au final, il a eu des cornflakes. Mais c'est beau. Mais qu'est-ce que c'est beau. C'était une erreur. Il n'a jamais voulu à la base créer les cornflakes. Il a juste vu une recette de granola. Il s'est dit, je vais l'améliorer, je vais la faire à ma sauce. Et il s'est complètement foiré, le type. Il était complètement à côté de la plaque. Et il a créé les cornflakes. Les cornflakes, c'est donc des flocons de maïs qui vont être cuits au four, séchés, etc. pour faire la recette que l'on connaît aujourd'hui. À peu de choses près, mais on est globalement sur la même chose qu'à l'époque. Et donc globalement, ces cornflakes, c'est quand même une belle petite révolution pour l'époque. C'est pas mal. On a quand même créé des céréales qu'on peut manger comme ça. Et c'est là qu'arrive un nouveau personnage dans notre histoire. Et oui, car comme je vous ai dit au début, John Kellogg avait un frère du nom de Will Keith Kellogg. Et alors globalement, pour vous faire le petit trait des deux personnages, on a John Kellogg qui est le médecin, la tête, le mec c'est scientifique au max. Et de l'autre côté on a Will qui est juste commercial, il veut vendre tout ce qu'il peut, il a juste la tête dans le business, c'est le loup de Wall Street. Et du coup en voyant cette petite révolution culinaire, créée par erreur mais créée par son frère, se dit, viens on les vend. Genre en vrai, viens on peut, non? Et du coup, John et Will vont créer ensemble la Sanitas Food Company à la fin des années 1890 afin de pouvoir commercialiser tout simplement les cornflakes. On les vend aux gens, etc. Comme ça, les gens se font les gens ont leurs cornflakes, tu vois. On les vend, c'est pas juste pour les patients du sanatorium. On les vend et qui en veut, en mange. Parce que c'est cool quand même, tu vois. Enfin, c'est ok. C'est pas non plus fou. C'est ok, c'est bon, c'est un nouveau truc quoi. Et puis c'est surtout bien parce que pour le petit déj, c'est quand même pas mal. Parce qu'en fait, à l'époque, on avait les gens riches qui bouffaient au petit déj la viande et des œufs.
Donc eux, ils étaient clairement bien. Ils avaient un dîner royal, ce qu'on a encore techniquement aux États-Unis ou même un peu dans beaucoup d'endroits du monde où les gens mangent des petits déj salés à base d'œufs et de viande, etc. Par contre, les pauvres, bah, ils avaient du porridge. Du coup, bah, les cornflakes, c'est quand même pas mal. Ça répondait un petit peu à la demande de tout le monde. Pour ceux qui étaient plus pauvres, bah, c'était une alternative, quelque chose d'un petit peu meilleur que ce qu'ils avaient en général. Donc, c'est cool. Et c'est tellement cool que c'est quand même un gros succès. Les cornflakes de Kellogg sont un très très gros succès. Et du coup, en voyant le succès de la vente de leurs nouveaux produits, les deux frères vont commencer à se disputer. Se disputer, mais enfin genre, ça marche. Donc, pourquoi se battre? Ah, mais oui. Parce que, à la base, John, il voulait pas vraiment que ça finisse comme ça. Lui, il voulait que ce soit quelque chose de vraiment dégueu pour ses patients, que ce soit pas un truc que les gens commencent à aimer botte de fou, tu vois. Du coup, bah, John, il dit, non, 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 on va arrêter parce que, bah, c'est pas le but, c'est pas ce que je voulais faire. Et Will, il va dire, ouais, mais, ouais, je m'en fous, en fait. C'est quoi? C'est quoi? Je vais même prendre la recette, je vais rajouter du sucre, et je vais le revendre. Et c'est pas un vol ou quoi que ce soit, hein, c'est leur compagnie à eux deux, il y en a un qui a pris la recette, etc. Il a fait son bail, c'est tranquille, tu vois, c'est leur truc à eux deux, ils peuvent. Mais du coup, bon bah ça a forcément beaucoup déplu à John, parce que comme on le dit depuis le début, il voulait pas que ce soit bon. Lui, il voulait quelque chose de dégueu. Il voulait que tu manges ses céréales, tu vomisses après. Il voulait pas que ce soit quelque chose de bon. Du coup, bah, il était pas trop content. Mais Will avait très très bien compris et avait bien vu le potentiel énorme des cornflakes. Tu prends la recette de base, tu rajoutes un peu de sucre et c'est juste trop bon. C'est juste incroyable, c'est juste le meilleur petit déjeuner, surtout pour l'époque. C'est une révolution de fou. Et du coup, vu que John, il veut pas manger les cornflakes, il veut pas les vendre, il veut rien faire, bah oui, il les a pris. Et il a créé sa propre boîte. Kellogg's. Et oui, parce que le S apostrophe en anglais, c'est pour montrer que c'est à lui l'appartenance, tu connais, les cours d'anglais de 5e, tout ça. Du coup, c'est juste, c'est son truc, c'est les céréales de Monsieur Kellogg, les Kellogg's. Bon, pour redonner un peu de crédit à John, il a créé déjà les cornflakes, donc c'est déjà un truc de fou, même si c'est son frère qui a fait la recette, etc., avec le sucre, le truc qu'on connaît aujourd'hui. John, c'était quand même un inventeur de fou furieux. Hein, le mec, déjà, il a aussi perfectionné la recette du beurre de cacahuète. Comme j'ai dit avant, il a aussi fait du granola, parce qu'à la base, il voulait quand même, en faisant les cornflakes, créer du granola, donc au final, il a quand même réussi à le faire. Il a aussi créé les premières fausses viandes à base de soja. Le gars, genre début 1900, il crée des viandes à base de soja. Genre, voilà. Le mec, il a dit, on ne mange pas d'animaux, on ne mange pas de viande. Par contre, j'ai vu que les gens, ils voulaient manger de la viande. Je vais en créer des végétales. Il était dans le turfu. Et il a créé d'autres inventions et tout, mais John, c'était quand même une tête. Hein, ouais, John Kellogg, il était... Ouais, ça va, il y en avait là-dedans, il était pas mal. Et donc, pour en revenir à notre ami Will, après cela, la compagnie Kellogg's, la sienne, sa firme, s'est développée de fou. Aujourd'hui, de toute façon, on connaît un petit peu l'ampleur que ça a, mais ça a commencé à prendre des proportions de fou. Déjà en 1906, il va créer la Battle Creek Toasted Cornflake Company. Ouais, le nom est de gigalon, horrible. Il va employer les premières personnes. Donc c'est cool, tu vois. Ça commence à marcher pas mal. On est bien. En 1922, les cornflakes arrivent au Royaume-Uni. Waouh, on a déjà traversé l'Atlantique, on a traversé tout l'océan, on est à l'autre bout du monde. Trop bien. Et en arrivant au Royaume-Uni, c'est un succès de malade. Les gens, ils adorent, c'est trop bien. Les cornflakes. Parce qu'à l'époque, oui, Kellogg's, c'est juste pour l'instant des cornflakes. Il n'y a encore rien d'autre. C'est les cornflakes. Un an après, donc en 1923, Kellogg's va être la première entreprise à embaucher une diététicienne. Genre juste ça. Elle s'appelait Mary Barber. Oui, Barber. Oui, oui, c'est ça. Elle s'est trompée de carrière. Si elle avait été coupe-tif, ça aurait été mieux pour son blaze. Oh, tu vas où? Je vais chez Barber. Ouais, mais... Oh, bref, t'as compris bref. Barber, le truc, bref. Bref. Et elle va tout simplement travailler dans la boîte Kellogg's. Et elle va permettre de créer des alimentations
équilibré à base de Kellogg's. Genre juste la bosse en fait. Genre là, Kellogg's, ça prend des proportions de fou. Ensuite, en 1940, donc pendant la Deuxième Guerre mondiale, Kellogg's va commencer à créer des marques, des sous-marques de Kellogg's pour aider les gens pendant la période de conflit avec des productions de céréales du coin. On prend les céréales du champ d'à côté, tac tac tac, on crée les céréales cornflakes qu'on connaît, machin. Bon, c'est un peu des dérivés, mais c'est pour que ce soit quelque chose avec ce qu'il y a dans les alentours, tu vois. Bon, après la guerre, ça n'a pas trop tenu, les marques ont peu à peu disparu quasiment toutes, mais c'était quand même une bonne initiative. Et là, on arrive en 1968, et Kellogg's est arrivé en France. C'est en 1968 qu'on a vu les premiers cornflakes et les premières céréales Kellogg's en général en France. Et alors là, pour moi, ça c'est l'achievement de fou, vraiment le incroyable, l'anecdote. En 1969, qu'est-ce qu'il y a en 1969? Le voyage sur la Lune. Devinez ce que les astronautes Neil Armstrong, Buzz Aldrin et Michael Collins avaient au petit déjeuner? Des cornflakes Kellogg's. Mais oui, le mec, il a réussi sa vie en fait. Tu mets sur la Lune des cornflakes. Ok, je sais pas si c'était sur la Lune, mais les astronautes, en partant sur la Lune, ils ont bouffé les cornflakes. Mais quelle dinguerie. Bon, en parallèle de ça, dans les années 50, Kellogg's a créé d'autres choses que les cornflakes, notamment les Frosties, et avec le petit tigre, et les Special K, donc c'est pas mal. Et après, dans les années 80, on a eu d'autres sous-divisions, d'autres marques qui appartiennent aujourd'hui au groupe Kellogg's. Et le but de tout ça, c'était de satisfaire tout le monde. Vous voyez, parce que tout le monde ne veut pas forcément manger des cornflakes. Peut-être que les gens, ils veulent autre chose. On a notamment les Special K, c'est bien, c'est le truc pour tenir la ligne, machin, machin, on connaît. Quand on fait une diète, je sais pas quoi, bon bref, c'est cool, tu vois. Et on veut essayer d'avoir le plus de monde qui adhère à nos produits, entre guillemets. On veut que les gens goûtent ce qu'on fait, etc. Donc, on va créer différentes choses pour que ça corresponde aux petites filles, aux petits garçons, aux papas, aux mamans, ou peut-être aux grands-parents, etc. À tous les âges, on veut faire différentes choses pour que ça touche tout le monde. Et alors aujourd'hui, Kellogg's veut toujours répondre aux besoins d'un maximum de personnes. Le groupe est présent dans 180 pays, ils ont des usines à travers le monde et ils font par an des milliards de dollars de chiffre d'affaires. En 2022 par exemple, on était sur plus de 15 milliards, des milliards de chiffre d'affaires. Et alors pour la petite anecdote, le logo que l'on connaît de Kellogg's, ce n'est ni plus ni moins que la signature de Will Kellogg, qui, pour montrer que c'était des vrais céréales qui vendaient des trucs de qualité, tout ça, il signait ses paquets, il faisait des autographes. Genre t'achetais des céréales Kellogg's, t'avais l'autographe de Will. Et du coup la signature a été gardée pour en faire le logo qui existe depuis quasiment toujours, c'est quasiment le même depuis le début. Donc voilà, c'était la petite histoire assez étonnante, mais je trouve plutôt intéressante, des céréales Kellogg's, de comment elles sont apparues, comment elles ont été créées, etc. De qui était surtout leur inventeur. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à l'aimer. Vous pouvez aussi laisser un commentaire pour me dire si vous voulez d'autres vidéos de ce type, peut-être proposer des sujets. N'hésitez pas aussi à vous abonner, activer la cloche, tout ça on connaît. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir tout le monde. Salut!